Prendre part, c'est un balado engagé sur l'action climatique, organisé par la Table de concertation jeunesse en solidarité internationale de l'ACOSI. Bonjour à toutes et à tous, je m'appelle Sandra-Nelly et j'utilise le pronom « elle ». Et moi, c'est Océane Leroux-Moret et j'utilise aussi le pronom « elle ». On est très heureuse de vous inviter à cette 4e saison du balado « Prendre part ». On va d'ailleurs justement en profiter pour vous rappeler un peu l'origine qui se cache derrière ce projet, qui a comme objectif en fait de mettre en lumière l'implication de la jeunesse, ses préoccupations, ses aspirations et surtout en fait la manière dont elle a bien à elle de s'engager. 4 saisons plus tard, c'est toujours aussi vrai. Il y a encore énormément à dire. Il y a beaucoup de jeunes qui s'impliquent, puis moi personnellement, ça m'émerveille. Puis il y a encore plusieurs rencontres inspirantes à enregistrer. J'en profite donc justement pour me présenter un peu. Alors, Sandrine, je me décrirais comme une militante écoféministe et je dirais en fait que j'ai le privilège de naviguer dans le milieu de la coopération internationale avec cette humble mais tenace envie de mieux comprendre comment est-ce qu'on peut relier nos luttes à l'échelle mondiale. Étant une Gen Z élevée avec les mêmes VHS que ma grande sœur, j'aime à croire que je fais partie d'une génération hybride que je qualifierais volontiers de Gen Zillennial. De mon côté, je m'implique dans le milieu de la solidarité internationale depuis maintenant environ 3 ans. Je travaille comme adjointe à la direction chez Catalyso. Dans la vie en général, je m'intéresse particulièrement à comment l'innovation sociale et la créativité peuvent permettre d'unir des communautés puis ouvrir des espaces de dialogue. J'ai grandi dans une famille de 5 enfants. Tout le monde fait partie de la Gen Z ou des Millennials. Donc, moi, je suis officiellement une Gen Z. Mais un peu comme toi, Sandrine, j'ai comme des référents des différentes générations, donc un peu dans les deux hybrides. Donc là, si on vous dit tout ça, c'est qu'on se retrouve aujourd'hui pour parler des luttes et revendications de la Gen Z. Pour aborder ce sujet-là, on a la chance d'accueillir 2 invités qui sont inspirants et inspirantes. Donc d'abord, depuis la France, on a avec nous Audrey Rangia-Manjatou, qui est une activiste féministe engagée pour les droits des femmes et des minorités de genre à Madagascar et au sein de ses diasporas. Ayant grandi à Madagascar jusqu'à ses 18 ans, elle porte un lien fort et vivant avec son pays. Elle est fondatrice du mouvement Malagasy Women Empowerment. Elle agit concrètement contre la précarité menstruelle et les violences basées sur le genre, tout en défendant le droit de disposer de son corps. À travers ses actions de terrain et ses contenus engagés sur les réseaux sociaux, Audrey donne une voix à celles et ceux qu'on entend trop peu et porte des luttes collectives qui ne devraient plus avoir à se répéter. Salut Audrey! Salut! Et on a la chance en fait d'avoir avec nous aussi en studio, dans notre Québec glacial actuellement, Antonio Rodriguez-Campbell. Il est biologiste au sein de la firme montréalaise Biodiversité Conseil Inc., mais il est aussi en fait cofondateur du Réseau québécois des jeunes pour la biodiversité. Antonio Rodriguez-Campbell œuvre pour la protection des milieux humides dans la grande région de Montréal et accompagne les municipalités dans la lutte contre les îlots de chaleur, la création d'aires protégées et la bonification des milieux naturels urbains. Titulaire d'une maîtrise en écologie végétale de l'Université McGill et d'un baccalauréat en biologie à l'Université Laval, il a également effectué un stage en conservation au Panama à l'Institut de recherche tropicale de Smithsonian. Engagé pour la protection de la biodiversité et la réduction des GES en milieu urbain, Antonio a participé à la COP16 à Cali et la COP30 à Bélé, avec Logique, où il a échangé avec des jeunes du monde entier sur des solutions climatiques et la mise en place d'instances consultatives jeunesse. On va avoir l'occasion d'en reparler plus tard. Salut Antonio. Salut, merci de me recevoir. Donc aujourd'hui, on veut parler de Gen Z, de toute la lutte qui l'entoure. Donc avant toute chose, si on prend en fait une description officielle, entre guillemets, la Gen Z désigne les personnes nées entre 1997 et 2012 et qui auraient donc entre 14 et 29 ans aujourd'hui en 2026. On s'apprête à discuter, en fait, pendant un moment de ce sujet-là. Je pense que c'est important que nos auditeurs auditrices sachent de quoi il est question, mais comprennent aussi le contexte politique en lien avec la révolution Gen Z qui se passe un peu partout dans le monde. Puis pour ça, je vous invite à aller écouter ensemble un extrait pour se plonger justement dans qu'est-ce qui se passe en ce moment. Alors, il y a tout un vent de révolte qui souffle, qui est poussé par la génération Z. Du Népal à Madagascar, en passant par le Maroc, des milliers de jeunes protestent dans les rues, menant à la chute du pouvoir en place dans certains cas, comme c'était le cas au Népal. Il s'agit des plus grandes manifestations antigouvernementales qu'ait connues le pays depuis plusieurs années. Symbole d'une génération en colère.
comment expliquer une telle vague en quelques semaines. La Gen Z en colère se mobilise contre les inégalités sociales. Les revendications varient dans le détail selon les pays, mais il y a de grands points communs, comme par exemple la dénonciation des inégalités, de meilleurs systèmes scolaires et médicaux, pas de leader proclamé, aucune logique de conquête du pouvoir. Et donc, ces représentations, si vous voulez, ces imaginaires ont été façonnés par et à travers cette culture digitale. Donc, on entend une génération en colère, une génération qui veut de la justice, une génération en fait qui remet en question les instances et la manière de gouverner actuelle. Audrey et Antonio, qu'est-ce que ça vous interpelle? Est-ce que ça vous parle? Oui, déjà pour commencer, c'est vrai que pour la Gen Z, moi je fais partie de la Gen Z, je suis née en 97, donc c'est la première année qui est souvent celle qui est présentée dans cette lutte-là, et je pense que c'est réel parce que les 97 sont souvent une génération qui se sont retrouvées entre la culture pop de nos aînés, donc un peu comme vous avez dit, tout ce qu'on avait de la culture hip-hop de nos aînés, et puis ensuite l'avènement d'Internet qui a permis justement à notre génération de pouvoir s'exprimer un peu plus sur les réseaux sociaux avec leurs avantages et leurs inconvénients. Par contre, ce qui manque peut-être à cet enregistrement, c'est le fait que le drapeau de One Piece a été aussi une grande symbolique, sachant que en présentant ce drapeau, qui est issu évidemment d'un manga très célèbre, ça a un peu tendu la perche à certains à décrédibiliser les luttes, alors qu'au contraire, c'était pour montrer que c'était vraiment un marqueur social important dans les revendications. J'ai comme plein de sous-questions à qu'est-ce que tu viens de dire, Audrey, mais avant ça, je voulais offrir à Antonio peut-être l'opportunité de rebondir aussi, puis après, on ira creuser dans qu'est-ce que vous avez dit. Je pense que l'enregistrement représente bien c'est quoi être un Gen Z. Moi aussi, je suis de l'année 97, alors j'ai des souvenirs d'avoir accès à Internet dès un jeune âge, d'utiliser les plateformes sociales à partir du début du secondaire, alors que maintenant, c'est impressionnant à quel point les gens commencent tôt à consommer justement les réseaux sociaux, de s'informer grâce aux réseaux sociaux. Je pense aussi qu'on est la génération qui a hérité de plusieurs crises, pas juste la crise environnementale, mais aussi une crise vis-à-vis le capitalisme. C'est comme tout est amplifié. Puis je pense aussi, en plus de cet héritage-là, on hérite beaucoup d'un militantisme qui est nouveau, mais qui existe depuis plusieurs années. Puis je pense qu'on prend différents types de militantisme, puis on les applique pour ces différentes crises desquelles on va être les premières victimes, en fait. Mm-hmm. Fait que c'est aussi ça, c'est qu'on s'exprime d'une nouvelle façon, puis on est outillé d'une nouvelle façon. Je pense que ça fait il y a comme une urgence dans notre génération, à nous, qui n'existait pas avant, puis qui va être importante dans les années à suivre aussi. J'ai envie de peut-être aller creuser encore un petit peu plus. Donc, est-ce que vous pourriez nous dire, en fait, le contexte mondial? Là, on l'a entendu un petit peu dans l'audio. T'en as un peu parlé aussi, Audrey, en parlant un peu de l'avènement d'Internet, les réseaux sociaux qui sont utilisés, aussi du drapeau One Piece, qui est un symbole, finalement, de cette révolution-là. Par ailleurs, je vous invite, si vous ne savez pas de quoi on parle, à aller faire une petite recherche sur Internet. Mais quand on parle de cette révolution-là, dans quel contexte est-ce que c'est en train de grandir? Puis, en fait, ce sont quoi les principales revendications qui y sont associées? Puis comment est-ce que c'est en train de redéfinir, en fait, la compréhension ou la vision du militantisme? En fait, un petit peu comme ce que Antonio a dit précédemment, nous, on est une génération qui est en face des problèmes sociétaux, écologiques, culturels que le monde vit actuellement. Et en fait, on est arrivé, pour moi, à une courbe sur laquelle on est sur quelque chose de plus viable. On est en face d'un modèle qu'ils ont essayé de garder pendant des années, des décennies, et on est en face clairement de ce qui ne fonctionne plus dans ce modèle-là. Pareil pour les gouvernements. Là, on peut très bien voir ce que actuellement Trump est en train de mettre en place, actuellement ce que Emmanuel Macron est en train de mettre en place, mais aussi ce qu'on voit dans les pays qu'ils ont qualifiés pendant plusieurs années de pays en développement. Donc, en fait, tout ça, ça s'inscrit dans un monde dans lequel nous, en tant que jeunes, on arrive difficilement à trouver notre place. On se dit, comment est-ce qu'on peut continuer à avoir continuer en fait à vivre dans un monde dans lequel on nous impose aussi
des choses démesurées. Imaginons, on nous dit, bon, bah, il faut que tu achètes ta maison, ton appartement. Comment c'est possible dans l'inflation actuelle? On nous dit, bon, bah, il ne faut pas que tu prennes trop l'avion parce que sinon, après, il y aura les conséquences du changement climatique. Et ça, on l'entend, mais si on a des usines qui polluent énormément de choses qui se font, comment est-ce qu'on arrive à dealer avec ça? Et je pense qu'aujourd'hui, c'est un peu comme ça qu'on redéfinit le militantisme. À mon sens, on est une génération qui est en train de combattre l'impérialisme, on est en train de combattre le racisme, on est en train de combattre le sexisme, combattre justement les dérives climatiques et tout ça en même temps. Donc, c'est ça qui est un peu difficile aujourd'hui. Ouais, c'est super intéressant, tous les points que tu amènes avec comme toute la situation mondiale. Puis, tu sais, ici, là, on tourne le balado au Québec. Tu sais, nos voisins, les États-Unis, en fait, il y a tellement de choses qui sont en train de se passer. Puis, pas juste en lien avec la crise climatique. Tu sais, tu mentionnes l'impérialisme, tout ce qui est la militarisation. En fait, ça peut devenir comme rapidement assez inquiétant. Puis, en fait, c'est quand même, je trouve, réconfortant ou rassurant de voir qu'il y a une génération qui, en ce moment, partout à travers le monde, peut-être pas encore ici au Québec, de manière aussi concrète ou aussi révolutionnaire, disons-le comme ça, mais qui se mobilise, en fait, puis qui a réellement envie que les choses se changent pour penser à un avenir qui est plus viable pour tout le monde, finalement. C'est pas un avenir qu'on cherche qui soit plus viable seulement pour la Gen Z, mais vraiment pour toutes les générations, tu sais. Merci pour ce partage-là, Audrey. Puis, je me demandais, Antonio, est-ce que tu souhaiterais compléter ou nuancer des propos qui ont été apportés? Oui, mais je suis totalement d'accord avec Audrey. Je pense qu'il y a une approche d'action-réaction. Je pense qu'il y a tellement des choses aggravantes qui se déroulent aujourd'hui. Je pense que depuis même l'époque, il y a 5-6 ans, quand la COVID a commencé, on s'est tous tournés vers Internet parce qu'on avait juste ça, on n'avait plus le présentiel dans le quotidien. Ça a fait qu'on a tellement appris à consommer les nouvelles puis à suivre ce qui se passait. Puis, veux pas, on a commencé à questionner comment nos gouvernements fonctionnaient. Alors, notre génération qui était déjà super présente en ligne, puis avec ce qui se passait dans les nouvelles et tout ce qui était médiatique, ça fait en sorte qu'on a comme une force de mobilisation qui est encore plus présente parce qu'on sait comment le faire, on a un besoin de le faire maintenant. C'est ça, c'est encore une idée de l'urgence pour tous ces systèmes qui sont en train de s'écrouler. Puis dans les dernières 5 années, on a aussi vu des conflits qui sont nés qui n'ont pas eu de précédent. Là. C'est quand même impressionnant de voir à quel point on est au courant de conflits à l'international, puis on est des fois des spectateurs, des fois on est touché directement, mais ça fait qu'il y a une inquiétude chez la jeunesse, puis cette jeunesse-là, on la voit dans les rues, on la voit en ligne, puis ça aussi, c'est venu avec une pensée critique que peut-être les générations plus vieilles n'avaient pas, là, par rapport à comment on synthétise les nouvelles qu'on consomme, parce que c'est pas toujours des nouvelles qui sont fiables. On a maintenant... en tout cas, on peut en parler plus tard, mais tout ce qui est fake news, en fait, là, les nouvelles qui sont pas véridiques, on a ça aussi à combattre aujourd'hui. Fait que c'est très social, c'est complètement axé sur l'environnement aussi, mais aussi comment nos systèmes fonctionnent et comment ils sont en train de nous décevoir. Vraiment, 100%. Puis, tu as parlé un peu de la force de la mobilisation. Je pense qu'une des forces de la Gen Z dans cette mobilisation-là, c'est l'innovation. Dans la manière d'agir, de militer. Tu sais, quand on parle justement de tout ce qui est le volet en ligne, c'est pas nécessairement des choses qu'on a vues si souvent que ça dans le passé. Ça fait que c'est une grande force. Ceci étant dit, des fois, la jeunesse essaie de participer à des événements de négociation internationale. On pense par exemple au COP. Toi, Antonio, tu as déjà participé à différentes COP, dont la COP 16 et la COP 30. En fait, j'aimerais savoir quelle place est accordée aux jeunes dans ce genre d'événements-là, selon ton expérience, puis aussi quelle place est accordée aux voix du Sud? Bien, il faut mentionner que tout ce qui est convention internationale organisée par l'ONU et tous les pays qui y participent inclut 3 groupes nommés prioritaires ou minoritaires qui seraient les femmes, les autochtones et les jeunes, la jeunesse. Fait qu'il y a déjà une place pour les jeunes qui est décidée, qui est acceptée aussi à travers les différents pays qui participent à ces conventions. Donc, tu vois beaucoup de délégués jeunesse de différents pays quand tu vas à des conférences comme la COP. C'est super inspirant de voir autant de mobilisation de la jeunesse, que ce combat que tu vis chez toi est aussi présent dans d'autres pays. Des fois, je pense qu'on l'oublie, puis que c'est une cause qui touche tout le monde. Et c'est sur place que tu vois vraiment que c'est des sujets chauds pour des gens qui vont, comme ici, comme nous, hériter de
plusieurs problèmes de situations néfastes qui vont toucher nos écosystèmes. Mais une affaire aussi qui te frappe en tout cas dans mon cas, en tant que Canadien qui allait là comme délégué jeunesse, c'est qu'on est très privilégié dans l'accès à ces plateformes de négociation internationales. J'ai rencontré des délégués jeunesse du Sud global. Puis ce qui est un peu déprimant à voir, c'est qu'ils ont beaucoup moins d'appui financier à obtenir des accréditations comme nous, on a si facilement pour y aller en tant que Canadien ou Québécois. C'est très difficile quand tu viens d'un pays qui a moins de ressources financières ou même moins de poids politique. Veux pas, c'est complètement politique, ce type de négociation climatique. Donc, il y a une présence de tous les pays, mais tu vois qu'il y a un poids attitré à chaque pays, puis comment ils ont une puissance à l'international. Donc, il y a des voix qui proviennent du Sud global, mais il n'y en a clairement pas assez. Puis c'est une lutte encore. Puis il faut toujours souligner qu'il y a plusieurs groupes minoritaires autochtones, notamment en Amérique du Sud, qui se sont battus particulièrement à Belém, à la COP30, pour avoir leur place. Donc, il y a encore beaucoup de travail à faire par rapport à comment on parle de la place de la jeunesse, mais comment on l'implique dans ces négociations, notamment la jeunesse qui va être touchée par les problèmes climatiques de façon exacerbée parce que c'est toujours les pays en développement qui en souffrent le plus. Puis je me permets de faire du pouce sur ce que tu dis, Antonio, mais justement, inviter la jeunesse à ce genre d'événement-là, puis je fais une petite parenthèse pour celles et ceux pour qui c'est un concept très, très étranger et loin, les conférences des partis, mais il va y avoir un espace de négociation où est-ce que juste une petite poignée de personnes ont accès, puis un autre espace qui est un peu, je dirais, souvent comme un centre des congrès, là, mais qui est un bel espace justement de rencontre entre organismes, assister à des conférences, puis là, il y a beaucoup de maillage qui peut se faire entre justement des gens des communautés plus du Nord ou des Sud globaux. Par exemple, justement, de voir qui est invité de l'autre côté de la porte, tu sais, d'aller négocier, d'aller décider. La dernière fois que je regardais les statistiques, c'était seulement 30% des gens dans le volet négociation, en fait, qui étaient des femmes. Fait que là, combien ont moins de 35 ans, combien sont issus de groupes minoritaires, etc. De ton côté, Audrey, est-ce que tu te sens, puis est-ce que, de ce que tu entends autour de toi, est-ce que vous vous sentez représenté dans les espaces décisionnels? En fait, ce qui est assez dommage, et c'est exactement ce que Antonio a dit, c'est effectivement comment se rendre là-bas. Donc oui, il y a le gouvernement malgache qui met des choses en place pour les COP, mais souvent ils vont venir choisir des personnes qui sont peu concernées ou qui sont peu compétents à porter la voix de la population à la COP. Donc, il y a eu un moment où, effectivement, il y a eu un jeune ministre qui est allé. En fait, ce jeune ministre, il fait quand même partie d'une classe assez privilégiée de Madagascar. Donc, pas de problème de visa, une fortune familiale. Déjà, il connaissait déjà assez bien l'étranger. Et en fait, c'est là où on se pose des questions sur la façon dont il sélectionne finalement les personnes qui vont venir à ce type de convention. Et c'est un peu un défaut qui existe dans les pays comme Madagascar. Notamment pour la Gen Z, il y a eu des moments où il y a eu des sollicitations pour des conventions internationales avec billets, aller-retour, prise en charge, etc. Malheureusement, en termes de papier, comme ça prend beaucoup de temps, même avec la meilleure volonté du monde, on ne va pas pouvoir choisir une personne dont les papiers vont prendre peut-être 2 à 3 mois, alors que la convention, on a été appelé peut-être 2 semaines ou 10 jours avant. Donc déjà, il y a un peu 2 poids, 2 mesures par rapport à ça. Il y a aussi le sens où nous, on a été représentés à un moment donné par une femme qui faisait partie de l'ancien régime d'ailleurs qui a été destitué par la Gen Z et qui est d'ailleurs qui avait été dans des affaires de corruption. Donc, pour vous dire à quel point c'est ces personnes-là qui vont sans problème aller à ces conventions, mais les personnes vraiment concernées auront beaucoup plus de mal. Et c'est vrai que Madagascar, là, grâce à la Gen Z, Madagascar a encore connu un deuxième niveau de rayonnement, puisque Madagascar est connu pour être un pays très pauvre, tropical, super beau, mais en fait très pauvre, dont tout le monde se sert en termes de ressources. Et là, on a eu quand même un élan qui fait que les gens se sont penchés sur le cas de Madagascar et les Malgaches, et on sent qu'on est de plus en plus appelés. Le saviez-vous ? La génération Z est la seule génération où la majorité place les changements climatiques dans ses 5 priorités politiques principales. Et ce n'est pas tout.
Plus d'un jeune sur 2 en fait même sa préoccupation numéro 1. Mais voici le plus frappant. Près de la moitié des jeunes de la Gen Z sur les réseaux sociaux ressentent de la colère. Une colère face à l'inaction climatique. Une génération qui ne regarde plus passivement. Une génération qui exige le changement maintenant. Je nous fais, bifurquer un peu vers un sujet qui est omniprésent à travers tous nos échanges, mais c'est l'aspect d'une génération mondialisée, d'une génération hyper connectée qui donne vraiment une couleur propre à la Gen Z. Donc, non seulement d'avoir accès aux médias sociaux, mais aussi à toute cette gamme-là, puis dans une certaine facilité. Puis, je me ramène un peu sur la COP, mais moi, lorsque j'y étais, puis Antonio, tu pourrais compléter, mais on est constamment sur notre téléphone parce qu'on se sent tellement privilégié et un peu imposteur d'être là-bas qu'on dit OK, moi, faut que je le rentabilise le plus, faut que je donne la voix à quelqu'un, faut que je crée du lien, faut que... Puis, justement, comment est-ce que vous naviguez à travers tout ça? Comment est-ce que vous faites des liens avec d'autres jeunes activistes des Sud globaux? Puis comment est-ce que vous arrivez à apporter le meilleur, en fait, de cette génération-là qui est mondialisée puis hyper connectée? Hein? Ouais, ben c'est ça. Si je peux me permettre aussi, par rapport à mon expérience, c'est tellement une course contre la montre, c'est tellement des semaines qui passent vite, c'est des journées tellement denses en termes d'événements, de réseautage. Ça fait en sorte que, en effet, tu utilises ton cellulaire pour prendre des nouveaux contacts, utiliser les réseaux sociaux pour montrer que tu es sur place, que tu défends certains sujets en particulier, et que je pense qu'il y avait des influenceurs aussi. C'est quand même une nouvelle présence médiatique qu'il n'y avait pas il y a 10 ans dans ce type de conférence-là. Fait qu'il y a de la création de contenu qui se fait beaucoup. Moi, ça me frappe parce que je suis pas créateur de contenu, mais je vois la pertinence parce qu'eux, ils ont des personnes qui les suivent puis qui sont intéressées par ce qui se passe à la COP. Fait que c'est aussi, ils permettent de créer un pont entre ce qui se passe sur place et ce que les gens qui n'ont pas pu y être et qui auraient peut-être voulu y être peuvent apprendre de ces types de négociations-là. Alors, c'est quelque chose de voir à quel point on a les yeux vers nos écrans alors qu'on est en train d'encourager cette présence en personne, parce qu'il y a beaucoup de gens encore qui critiquent le fait qu'on prenne l'avion pour parler de changement climatique. Mais on nous le dit aussi à la COP30 qu'il y aurait une augmentation de la moyenne de la température de la planète qui serait plus importante si on faisait rien en personne. Parce qu'en effet, si on reste sur des appels en visioconférence, il y a quand même une limite à ce qu'on peut transmettre comme message. Puis je pense que ça marque ton esprit quand même d'être à une conférence comme la COP parce que tu vois qu'on est des milliers de personnes sur place pour parler d'un sujet commun qui... Puis bon, il y a des gens qui vont là avec un agenda différent, puis tu sens que c'est un frein des fois dans les conversations, mais c'est sûr que la mobilisation est cruciale. Puis comme je dis, c'est une course qu'on la montre quand tu es là-bas, puis c'est une course qu'on la montre, ce qu'on est en train d'essayer de ralentir, ce qui est le réchauffement global. C'est... Je vais peut-être ajouter un peu sur ce que tu dis, en fait, comme justement de critiquer les gens qui vont à la COP en avion et tout ça. Tu sais, je pense que dans beaucoup de milieux militants, il y a souvent un contre-discours négatif qui va se créer, qui vise un peu à démoniser finalement le mouvement, même si c'est un mouvement qui est super positif, parce qu'en réalité, on s'attaque directement à des grandes puissances du monde quand on fait ça, tu sais, des entreprises, des multinationales, même des gouvernements. Fait que je pense que ça résonne un peu avec la perspective que tu étais en train d'apporter. Tu sais, c'est comme une création d'un contre-discours qui vise à démoniser quelque chose qui, au final, est positif pour la population générale de la planète. Tu sais. Ouais, il y aura toujours un contre-discours pour ce type de choses-là. Je pense que c'est pour ça que l'environnement est encore un sujet qui est la source de plusieurs débats. C'est parce que les gens s'accrochent à leurs habitudes, s'accrochent à ce qu'ils connaissent, alors que malheureusement, on est dans une période de transformation, il faut changer les systèmes. C'est une lutte qui est tellement lente et frustrante, mais qui est nécessaire. Fait que je pense qu'on continue à démoniser un peu comment on s'y prend, parce qu'on aime notre confort, puis c'est quelque chose que je peux comprendre, mais c'est quelque chose qu'il faut voir d'une nouvelle perspective. Je fais du pouce sur tout ça. Moi, justement, je navigue plus dans le milieu des organismes de coopération internationale. Puis durant la pandémie, ça a ouvert une porte. Il n'y a pas juste eu du mauvais là, à cette folle histoire, mais Audrey t'en parlait, mais les obstacles, en fait, que certains collaborateurs, partenaires, experts ont à se déplacer pour assister à des conférences et autres. Puis la pandémie avait un peu ouvert cette accessibilité-là au fait de, ben oui, viens
à distance. Puis d'un coup, il y a plein de barrières qui fait que dans la vraie vie, tu n'aurais pas eu l'argent de déplacer, tu n'aurais pas eu le visa pour venir. Puis d'un coup, parce que c'est fait en ligne, on peut avoir accès à ton expertise et vice-versa. Puis de ton côté, Audrey, justement, comment est-ce que cette hyper-connectivité-là, tu la vois? Comment est-ce qu'elle peut peut-être permettre d'organiser un milieu militaire alternatif? Comment est-ce qu'elle peut permettre justement de rassembler des jeunes activistes? Tout à fait. Donc, comme tu disais, effectivement, Sandrine, ce qui est assez intéressant pendant le Covid, ce qui était assez intéressant, c'est vrai que comme il n'y avait pas de barrière physique, à savoir les frontières, etc., et encore, fallait avoir accès à Internet. Tout à fait. Il y avait un switch, c'est vrai, de modèle où nous, on avait été beaucoup appelés à participer à des choses en ligne. Donc moi, quand je dis nous, c'est surtout le mouvement Malagasy Women Empowerment. On avait été appelés dans une université japonaise pour intervenir. On avait été appelés à Madagascar pour intervenir sur des questions des assises, l'ONU, etc. Et en fait, c'est vrai que ça nous a quand même marqué positivement. Mais ce qui peut être assez dérangeant de ce mode de militantisme, c'est qu'on passe plus de temps, finalement, à faire de la figuration et de la représentation en ligne plutôt qu'à faire des choses sur terrain. Après, le moment du Covid, c'était une situation qui était tellement spéciale pour le monde entier que c'était difficile de faire des choses sur terrain. Mais aujourd'hui, pourquoi ça m'a vraiment étonnée qu'Antonio parle des créateurs de contenu, des influenceurs qui parfois, à mon sens, certains en tout cas, n'ont pas vraiment leur place en termes de représentation. Hein. Vraiment, ça, c'est quelque chose que j'assume. Je pense qu'à ce moment-là, ce qui est assez difficile, c'est de la limite assez fine entre militer en ligne et militer en action terrain. Donc, quelle est la limite fine? Parce que ça, c'est peut-être quelque chose qu'on peut reprocher, entre guillemets, à certains jeunes aussi, c'est de militer beaucoup en ligne sur des choses qui sont tendances, sur de l'action-réaction, et en fait, perdre de vue ce qui est réellement important sur place. Il y a aussi une façon de militer, évidemment, c'est celle que la Gen Z a adoptée. C'était donc de créer des groupes Discord sur lesquels parler de sujets hyper importants, type si demain on reprend le ministère de l'Environnement, quelles sont nos revendications principales? Si demain on a besoin d'appeler les jeunes dans les milieux ruraux à voter massivement, comment on fait? Et donc certaines discussions qu'il y avait sur le Discord. D'un autre côté, il y a évidemment des plateformes de messagerie, WhatsApp, Signal, Telegram, sur lesquelles les jeunes ont pu discuter justement pour éviter que le gouvernement infiltre les messageries. Et il y a aussi le côté où moi j'ai énormément participé. Ça avait été donc de visibiliser ce qui se passait sur place en tant que diaspora, justement dans l'idée où Internet serait coupé à un moment donné par le gouvernement, ou que les médias prennent beaucoup de place, et ce qui fait que changerait le narratif finalement de la révolution. Et ça avait été des choses qui ont été discutées au sein même du mouvement, afin que justement on puisse mener notre lutte à bien. Donc c'est aussi des modes de militantisme qui existent. Ça, j'encourage vachement parce que je pense qu'Antonio doit le ressentir parfois aussi, sans vouloir parler à sa place. Mais parfois, quand on est une personne engagée, les gens ont tendance à projeter beaucoup. Ah, bah c'est vous qui allez gérer. Ah, c'est vous qui allez assumer. Ah, mais toi, tu as l'habitude de ça. Et en fait, aujourd'hui, le fait que le digital rende un accès plus démocratisé à tout ça, ça permet aussi aux gens de se décoller de ça et de se dire « Ah, bah moi aussi, en fait, quand je prends 10 minutes de ma journée à repartager des choses, j'ai aussi un impact auprès des autres. » Merci pour ce partage-là, Audrey. Puis j'ai peut-être une petite question à te poser, en fait. Parce que là, tu parles de tout le volet comme Internet, d'apprendre aussi à se mobiliser des fois sans l'Internet, parce qu'on le sait à travers le monde, on l'a vu. Puis en ce moment, on enregistre le balado. On est le 13 janvier 2026. En ce moment, il y a des grosses manifestations en Iran. L'Internet a été coupé. Donc, je pense que c'est hyper d'actualité. C'est pas la seule place dans le monde où ça se passe. Mais là, je me demandais, tu dis, les jeunes, des fois, ils ont tendance à se mobiliser en ligne, à faire beaucoup d'activisme comme en ligne, mais pas nécessairement en présence. Et là, c'est peut-être une question un peu compliquée. Puis là, je l'enligne vers toi, Audrey, mais Antonio, tu pourrais répondre aussi si tu veux. Avez-vous des pistes d'action ou de réflexion sur comment est-ce qu'on peut faire, en fait, pour faire glisser cette action-là en ligne vers le présentiel? Oui. Honnêtement, je pense que le problème,
les gens ont peur de s'organiser et de se mobiliser. C'est quelque chose qui fait peur. Parce qu'on peut te voir en ligne, tu peux risquer des choses en physique et tu peux, je sais pas, aller faire une garde à vue policière parce que tu es allé à la manif et tu es tombé malheureusement au mauvais moment en face de la police. Mais malheureusement, il y a un moment donné, on est obligé de faire ce pas. Peut-être je parle avec des privilèges et ça, je pense, je l'entends aussi, mais on est obligé de faire ce pas de mobilisation citoyenne. Il y a un moment donné, il faut aussi qu'on puisse prendre notre posture politique, ne serait-ce que aller voter, au moins aller s'informer sur comment voter. Il y a aussi donc les mobilisations, là, les manifestations, ça clairement on l'a vu. Il y en a énormément. Il y a les manifestations pour la Palestine, pour le Soudan, pour la RDC, pour aussi des causes un peu plus précises, type les violences sexistes et sexuelles envers les femmes. Ne serait-ce que déjà aller à sa première manifestation, c'est un acte politique très fort. Une deuxième chose, c'est la mobilisation qui peut être, entre guillemets, moi que je qualifie d'un peu plus douce, ça va être de participer à des maraudes, notamment préparer à manger pour les autres, être dans le soin des autres, partager des tracts, vraiment déposer des vêtements pour les sans-abri. C'est vraiment des petites actions comme ça dans le quotidien qui témoignent une première empathie, on va dire, une première position politique. Et après, tu vois si tu arrives à t'engager un peu plus. Donc, donner un peu plus de poids à ce que tu as envie de faire politiquement. Notamment, je prends l'exemple de notre mouvement MWE. Au départ, les femmes, elles ont toujours un peu peur. Est-ce que je suis assez féministe pour rentrer dedans ? Est-ce que je suis trop féministe ? Est-ce que je suis trop radicale ? Pas assez. Et en fait, rien que participer à un événement, un premier atelier, un premier groupe de parole, ça les pousse après à ouvrir la réflexion sur autre chose. Donc pour moi, à mon sens, ça commence un peu comme ça, avant d'aller un peu comme aujourd'hui. Nous, on est très engagés. Merci pour ce partage-là. Puis je pense qu'il y a plein d'éléments qui sont hyper intéressant dans ce que tu viens de dire, Audrey. Puis pour les auditeuristes qui nous écoutent, sachez que de commencer à prendre action, si vous n'avez pas déjà commencé à prendre part, bien en fait, ça n'a pas besoin d'être fait dans « Oh my God, OK, demain matin, j'organise une manifestation », mais ça peut juste être d'aller participer à des choses qui existent déjà, qui ont déjà été mises en branle, d'écrire à des groupes locaux qui sont dans vos quartiers ou peu importe. Donc, c'est des belles pistes de réflexion. Est-ce que tu voulais ajouter, Antonio? Oui, ben, je pense que Audrey a super bien expliqué à quel point c'est facile de rester dans l'anonymat quand on est dans les réseaux sociaux, alors que se mobiliser en personne, ça peut être intimidant. C'est ça, il y a un syndrome d'imposteur qui peut s'installer quand tu te sens pas assez informé ou outillé pour participer à des marches ou à des manifestations. C'est vrai qu'il y a aussi, ça vient avec une certaine déclaration de ta prise de position quand tu es présent avec d'autres personnes. Mais moi, je suis toujours un fervent défenseur de ce qui est s'informer, en fait, s'éduquer par rapport à des thèmes qui vous intéressent. Ça peut être un début avant de commencer à peut-être assumer un rôle qui pourrait vous intéresser en termes de militantisme. Mais je pense qu'un exemple, c'est justement les négociations internationales. Ça peut vraiment être intimidant d'intégrer ce monde-là sans connaître les abréviations, les noms de certains textes, les noms de certaines conventions. Mais alors, graduellement, de développer un lexique, que ce soit par rapport à ces événements à l'international ou plus des choses locales, ce qui existe dans ta communauté à toi. Je pense que tu t'appropries en fait des sujets qui sont des enjeux pour ta communauté ou pour ta ville. Puis je pense qu'avec une meilleure connaissance aussi au niveau légal, ça peut être très lourd à explorer, mais au moins avoir une certaine base de c'est quoi tes droits en tant que citoyen de ta ville ou de ta province ou de ton pays par rapport à l'environnement ou par rapport à toute autre crise. Je pense que ça donne une certaine base qui peut donner confiance. Je pense que plus qu'on s'informe, plus qu'on est confiant sur ces sujets-là. Puis il faut normaliser aussi qu'on ne sait pas tout depuis le début. Tu sais, des fois, ça fait peur de rentrer dans des milieux militants parce qu'il y a tellement un lexique qui existe déjà, des discours auxquels on n'est pas habitué, on les comprend pas nécessairement, puis on a comme peur un peu de s'embarquer là-dedans, mais c'est normal, c'est un apprentissage, tu sais, c'est comme quand on va à l'école, c'est normal que quand on commence le cours, on n'a pas les mêmes connaissances qu'à la fin, tu sais, puis il faut normaliser, en fait, puis vraiment le voir, quand on rentre dans ces milieux-là, en général, les gens, ils sont aussi très, très bienveillants, en fait, tu sais, ils nous accompagnent, puis on peut apprendre à leur côté, fait qu'il faut pas avoir peur de ça, tu sais.
Ouais, ça peut être une barrière qui est facile sur laquelle buter, mais je pense que justement, une fois que tu commences à le faire avec d'autres personnes sur place, tu vois que ça devient un espace d'intérêt commun où tout le monde se supporte et s'appuie. Je pense que quand il y a une motivation commune, c'est sûr qu'il y a un certain... tu deviens à l'aise de prendre position. Puis c'est ça un peu qu'on essaie de faire avec la jeunesse et la biodiversité, par exemple, avec mon réseau, c'est les outiller puis leur permettre de savoir qui ont leur place dans le discours. Donc, c'est tranquillement, pas vite, une opportunité pour la jeunesse de prendre part. Ben justement, Antonio, tu piques ma curiosité parce que je sais un peu qu'est-ce que tu mijotes actuellement ici au Québec. Justement, on en fait des trucs là, pour l'engagement jeunesse sur le plan climatique, puis tu travailles sur un projet qui est très inspirant en ce moment, qui serait le résultat là, d'une lutte long terme aussi. Est-ce que tu auras envie de nous en parler un petit peu plus de qu'est-ce qui se passe du point de vue jeunesse et enjeux climatiques ici au Québec? Oui, c'est un peu de la promotion, mais en fait, c'est ça avait vu le jour à la COP16. Moi, j'ai étudié en environnement, j'ai travaillé en environnement toute ma carrière, mais j'avais jamais pensé au niveau international, puis ce qui existait en termes de la présence des jeunes à l'international pour la défense de l'environnement, spécifiquement la biodiversité quand c'est à la COP16 à Cali, en Colombie. Puis c'est là où j'ai pris connaissance du réseau international qui, comme on l'a dit plus tôt, le GYBN, le Global Youth Biodiversity Network, qui réunit plusieurs jeunes de différents pays pour les propulser vers des événements internationaux auxquels ils n'ont peut-être pas l'habitude d'avoir accès ou en tout cas de connaître leur contenu. Ça nous a poussé en fait avec les autres membres de ma délégation jeunesse à la COP, on venait tous du Québec, c'était de revenir au Québec avec le plan de lancer notre chapitre québécois de ce réseau jeunesse international. Il existait déjà au niveau canadien. On avait quelques représentants qui étaient semi-actifs, mais là, on a vraiment décidé d'avoir notre propre plan pour la jeunesse au Québec, entre autres parce qu'on a eu la grosse déclaration de notre plan Nature 2030 à la COP à Montréal, en fait, la COP 15. Ça faisait en sorte qu'on avait quand même des parallèles avec notre gouvernement provincial. Il y avait un intérêt de donner une place à la jeunesse. Puis, bon, la demande principale qu'on a auprès de notre gouvernement, c'est de créer un comité permanent de la jeunesse pour l'environnement. Il n'existe pas actuellement au Parlement. Au Canada, ça s'est un peu vu avec c'est comme une forme de forum jeunesse où ils vont aller sélectionner des jeunes à travers le Canada pour un mandat spécifique, mais c'est pas un comité permanent. Fait que c'est toujours la création d'un groupe qui va exister pour un mandat spécifique, puis ça finit après ce mandat-là. Nous, ce qu'on veut, c'est qu'on soit consulté en tant que la jeunesse québécoise pour n'importe quel mandat. Ça ne doit pas être limité à l'environnement. Je pense que chaque domaine du gouvernement peut avoir un impact sur la biodiversité et les changements climatiques. C'est ça. Ça a été une motion en 2022 au sein du Parlement et ça a été adopté à l'unanimité, mais encore une fois, avec les freins gouvernementaux, administratifs, aussi les gens qui sont en place au pouvoir, il y a beaucoup d'obstacles qui font qu'on n'atteint pas la création d'un comité de ce genre-là. Fait que depuis 2022, il n'y a pas eu grand-chose. Là, on essaie de repartir le sujet. On a eu la chance de s'asseoir avec le gouvernement du Québec à la COP30 en novembre dernier. Puis ils sont ouverts à le faire. Mais je pense qu'il y a encore une certaine passivité de la part du gouvernement où ils se disent « on vous encourage, mais c'est vous qui devez faire les premiers pas, rédiger les documents que le gouvernement va ensuite consulter ». Alors, je pense que la balle devrait être dans les deux camps. Pour le moment, je pense que c'est nous qui devons pousser l'enveloppe encore plus. Mais c'est intéressant de parler en tant que jeune, mais de me dire, là, j'ai 28 ans. Tu sais, moi, tranquillement, pas vite, je serais plus reconnu comme jeune parce qu'un jeune, dans plusieurs des conventions, c'est de 18 à 35 ans. Puis je pense que c'est ça, les gens qui l'ont fait en 2022, dans notre génération, tranquillement, ils ont passé à d'autres sujets, malheureusement, parce qu'il y a trop d'obstacles, puis le temps passe, puis tu es de moins en moins jeune. Fait que c'est comme une lutte qui est transmise de génération en génération maintenant. Puis, comme tu dis, c'est vraiment une lutte à long terme, mais moi, il y a aussi quelque chose qui me crée énormément de colère là-dedans, d'entendre que ça fait 3 ans, c'est bientôt 4, que ce projet-là est accepté, on est d'accord, mais qu'il y a un immobilisme politique de le concrétiser et de créer une voie pour que ça se réalise rapidement. Puis, d'ailleurs, dans la saison 3, Océane, vous en aviez discuté.
Oui, vraiment. Pendant la saison 3 du balado, on a eu l'occasion de faire un épisode qui s'appelle « Réinventons la démocratie pour le climat ». Puis en fait, là, si vous allez écouter cet épisode-là, environ 27 minutes, là, vous allez pouvoir entendre parler du comité. Puis je vous invite fortement à écouter le balado au complet, en fait, l'épisode au complet, pour en apprendre un peu plus sur l'implication jeunesse, puis les différentes formes d'implication aussi que la jeunesse peut prendre là, à travers la lutte climatique. Puis en fait, c'est particulièrement dans cet épisode-là ou dans ce que tu nommes en ce moment, Antonio, c'est ça, c'est l'idée en fait qu'on en parlait, puis c'était déjà en action. Il y a du monde qui sont mobilisés. Il y a des organismes aussi qui mettent des ressources pour faire avancer ce dossier-là, puis il ne sort pas. Puis en parallèle, si je fais du pouce sur qu'est-ce qu'on a dit plus tôt, mais OK, on crée un comité permanent sur l'environnement, mais qui va siéger sur ce comité-là? Est-ce que ça va être des jeunes militants ou des jeunes qui ont des bons contacts ou des jeunes comme... Oui, puis tu veux pas aussi les gens qui apportent le sujet au Parlement, par exemple. Tu veux t'assurer que ça soit pas un sujet, que ce soit transpartisan. Tu veux pas qu'on soit instrumentalisé par un parti en particulier, parce que pour eux, oui, ça peut être une façon de gagner des votes puis de dire, regardez-nous, on a la jeunesse avec nous, on veut les avoir au sein de nos décisions, mais nous, c'est pas politique ce qu'on veut. Ben oui, c'est politique, mais c'est pas un statement de dire on supporte un parti en particulier. On veut que tout le monde soit dans la même salle puis qu'on parle tous d'un sujet qui affecte la communauté, la société québécoise. Fait que c'est ça aussi l'autre aspect, c'est que, en plus, on approche les élections provinciales en 2026 où il va y avoir un changement potentiel de parti. Fait que c'est une question de chronologie parce que si nous, on reçoit du support du gouvernement actuel, on ne sait pas si ce type de support va être encore présent suite aux élections. Fait que c'est toujours une affaire de le faire au bon moment, avec les bonnes personnes, avec les bonnes intentions aussi. Fait que c'est beaucoup de choses à garder en compte, en fait. Mm-hmm. Puis là, on a été très centré sur le Québec, mais Audrey, je pense que tu aurais beaucoup à dire justement sur engagement jeunesse quand on parle à tout le plan climatique. De ton côté, de ce que tu as vu, est-ce qu'on s'intéresse à ce que les jeunes ont à dire ou est-ce qu'on les consulte quand vient le moment de prendre des décisions gouvernementales sur qu'est-ce qu'on fait avec notre environnement, sur l'impact que peut avoir sur l'environnement de nos décisions en tant que leader? Oui, ce qui est assez compliqué encore à ce stade, je pense que effectivement, il y a comme vous disiez, il y a un immobilisme politique, que ça soit la question du climat, qu'elle soit au Québec, que ça soit en France ou que ça soit à Madagascar. En fait, j'ai l'impression qu'on est face à des murs quand on a nos revendications. On l'explique clairement, ce qui se passe au niveau de l'urgence climatique. On parle de l'érosion des sols. On voit que les inondations sont de plus en plus graves chaque année, en tout cas dans les pays des Suds, notamment comme Madagascar. On voit qu'il y a une déforestation qui est assez importante. Et aujourd'hui, une population à Madagascar qui, elle, est composée de presque plus de 60% de jeunes de moins de 25 ans et qui, à aucun moment, ont vraiment la possibilité d'en parler tout le temps. Je veux dire qu'il existe bien sûr des conventions, des conférences, des choses qui se font par rapport à ça, mais la valorisation, elle est toujours assez compliquée puisqu'ils rendent le climat comme un sujet technique. Et donc, quand on a un sujet technique, quand vous avez une population qui, elle, majoritairement illettrée, rurale, qui, elle s'occupe que de sa terre et de sa terre, c'est difficile, en fait, de pouvoir faire valoir leurs paroles face à ce qui se passe au niveau du climat. Donc, c'est vrai qu'aujourd'hui, ce qui se passe un petit peu, je dirais qu'il y a de plus en plus d'activistes climatiques à Madagascar qui alertent sur les problèmes qu'il y a dans les Suds et dans l'océan Indien, mais encore à ce stade, trop peu, à mon sens. Et sinon, ceux qui ont lancé des alertes dans les années précédentes ont été emprisonnés par le gouvernement. Donc, voilà, on est un peu à ce stade où peut-être face au Québec, on a encore, entre guillemets, un recul qui est assez important puisqu'on n'a pas de vrai dispositif mis en place pour la parole des jeunes. Le saviez-vous ? L'un des thèmes les plus marquants dans la littérature scientifique concerne la manière dont la préoccupation pour la crise climatique influence les décisions liées à la planification familiale et au fait d'avoir des enfants. Tant dans les contextes globaux
que locaux, les jeunes générations se demandent s'il est éthique ou sécuritaire d'avoir des enfants face à l'aggravation de la crise climatique. Par exemple, aux États-Unis, un sondage mené en 2022 par la firme Ipsos révèle qu'un quart des répondants et des répondantes âgés de 18 à 45 ans ont éprouvé des doutes quant au fait d'avoir des enfants en raison de la crise climatique. Est-ce que vous pourriez nous dire comment, selon vous, les personnes qui nous écoutent peuvent prendre part à tous les changements sociétaux qu'on vit présentement? Et aussi, si vous avez une recommandation culturelle à faire, que ce soit un balado, un livre ou toute autre référence là, que vous voulez proposer pour qu'on puisse continuer à s'informer et à apprendre. Tu veux commencer, Antonio? Oui, ben moi, je dirais que ce serait un livre qui s'appelle « Les veines ouvertes de l'Amérique latine », en premier comme suggestion. Là. C'est un livre que j'ai un peu découvert au hasard dans un club de lecture durant la pandémie où j'avais beaucoup de temps entre les mains. C'est de l'auteur Eduardo Galineao, qui vient de l'Uruguay. Puis ça montre vraiment clairement, depuis l'arrivée des conquistadors en Amérique latine, comment est-ce que les dynamiques de pouvoir entre le nord global et le sud global ont pu se former spécifiquement en Amérique latine, comment ça a toujours été une question de voler les richesses, de voler la culture, de voler la place des personnes qui étaient là en premier en Amérique latine. Ça fait que tu vois comment ça se reflète aujourd'hui. Puis c'est encore plus pertinent avec ce qu'on a vu au Venezuela dans les dernières semaines. Là. C'est choquant de voir à quel point le Sud global est parfois juste pas pris au sérieux parce que les richesses de ce continent-là, l'Amérique du Sud, peuvent encore être volés, puis peuvent encore être sujets la cause d'une invasion ou d'un non-respect de la loi ou des droits internationaux. Fait que c'est vraiment un ouvrage que j'aime beaucoup puis qui m'a vraiment ouvert les yeux aussi en tant que moitié colombien, là, ayant de la famille en Colombie. C'est fascinant de comprendre un peu plus comment est-ce que ce pays puis les autres dans le même continent se sont ramassés dans cette dynamique de pouvoir vraiment frustrante, en fait. J'appuie complètement ton choix de livre à proposer. Je l'ai déjà lu aussi plusieurs fois d'ailleurs, puis je pense que ça vaut la peine de prendre ce temps-là, de comprendre les dynamiques avec l'Amérique latine. Puis, est-ce que tu aurais aussi une suggestion pour nos auditeuristes de comment prendre part? Oui, c'est ça, c'était l'autre volet de la question. Puis je pense que c'est vraiment juste c'est difficile de dire s'engager, de prendre part, mais c'est de continuer à s'intéresser puis à apprendre à consommer les nouvelles d'une façon critique parce que je pense que c'est super intéressant. Je pense qu'on a une pensée critique qui est tellement nouvelle. J'ai dit un peu plus tôt dans l'émission, mais on est tellement confronté à des sources qui sont pas toujours véridiques. L'intelligence artificielle maintenant qui peut déformer des discours sur les changements climatiques, sur comment est-ce que la biodiversité progresse avec toutes les perturbations qui viennent des humains. Fait que je pense que c'est développer un esprit critique qui va aussi alimenter comment tu te positionnes par rapport à la crise environnementale puis ton rôle à jouer, qui ne doit pas être nécessairement un rôle complètement révolutionnaire. Là. Ça peut juste être comment tu vis au jour le jour, comment tu défends certaines positions dans des discussions, quelle personne t'approche pour en savoir plus aussi. C'est ton choix de balado, justement, ton choix d'ouvrage, ton choix même de voyage. Là, je pense qu'on voyage encore, ce qui peut être bon, mais pas bon. Mais je pense que quand tu en apprends plus sur la relation des personnes locales avec leur environnement, leur milieu naturel, comme moi, j'ai pu le faire au Brésil puis en Colombie durant les COP, là, j'ai parlé à des jeunes locaux, tu vois qu'il y a tellement une perspective enrichissante quand c'est des habitats différents que tu n'as peut-être pas où est-ce que toi tu vis, comme entre l'Amérique du Sud puis l'Amérique du Nord, il y a des grosses différences dans la biodiversité. Mais c'est ça, c'est voir comment tu peux adopter certaines approches par rapport à la nature. Je pense que c'est le plus important. C'est continuer à écouter, continuer à regarder. Merci. Audrey, est-ce que tu voudrais partager de ton côté? Oui, tout à fait. Donc, peut-être que je commencerai par comment est-ce que les personnes peuvent prendre part. Il y a une réflexion que je me fais beaucoup en ce moment, c'est sortir de l'individualisme. Je pense qu'à un moment donné, il est important d'arrêter d'avoir cette mentalité de j'avance et je ne dois rien à personne, qui nous enferme en fait finalement dans des décisions qui, entre guillemets, qu'on pense n'impacter que nous, alors que c'est un petit peu ce qui n'a pas marché dans les modèles précédents. C'est des dirigeants justement qui ont tout
décidé en disant qu'il ne devait rien à personne. Et ça peut être pour tout et n'importe quoi. Ça peut être dans les relations amoureuses, dans les relations amicales, ça peut être dans les relations professionnelles. Et ça, pour moi, c'est une façon de s'engager déjà. C'est d'accepter qu'il y a des moments où, en fait, on doit faire primer le collectif par rapport à l'individualité. Sinon, on n'arrivera pas à casser justement certains mécanismes qu'on a gardés dans notre tête. Là, je parle notamment je vous parlais des maraudes. Quand on voit la neige, surtout en France, là, ça m'avait vraiment fait mal au cœur. Par exemple, en France, il a énormément neigé et la France n'était pas habituée à ce niveau d'épaisseur de neige. Mais il y avait quand même 300 jeunes qui étaient à la rue, que personne ne regarde, il y a des jeunes, des enfants de 5 ans, des mamans célibataires migrantes qui étaient à la rue. Et les associations, elles, malheureusement, elles étaient short en bénévolat. Et à ce moment-là, c'est là où c'est à nous, en tant qu'individus, de nous questionner sur les privilèges qu'on a et le temps qu'on a, en se disant, j'ai 1 heure à tout casser ce soir, est-ce que je ne pourrais pas faire le choix, au lieu de rentrer chez moi tout de suite, d'aller distribuer peut-être 10, 20, 30 repas et après de continuer, entre guillemets, ma vie. Mais on est tellement aussi fatigué, je pense, par ce système qu'il y a aussi ça. D'un autre côté, mon ouvrage littéraire que je voudrais partager, c'est un livre qui m'a énormément aidé à structurer le mouvement quand on avait besoin de réflexion. C'est un livre qui s'appelle « La moitié du ciel », qui a été écrit par Cheryl Widoun et Nicolas Christophe, qui a un livre qui met en commun tous les engagements et toutes les revendications féministes dans le monde entier. C'est un livre qui est parfois très difficile à lire, mais c'est aussi un livre qui est très enrichissant puisqu'il parle des 4 coins du monde. On peut parler de l'Amérique du Nord, comme on peut parler de ce qui se passe en Inde, comme on peut parler de l'excision en Afrique centrale. Et donc ça, c'est un livre qui permet aussi de se questionner sur beaucoup de choses. Et à la fin, ce qui est super avec ce livre-là, c'est qu'il donne beaucoup de ressources, les fondations qui financent les femmes, les associations auxquelles vous pouvez faire des dons, les types d'actions que vous pouvez avoir, notamment lever des fonds dans votre quartier, voilà. Donc c'est ce que je vous recommanderais. Antonio, Audrey, merci d'avoir été avec nous aujourd'hui pour nous aider à mieux comprendre les luttes que vous portez, mais aussi que la Gen Z porte. Puis merci vraiment à tout le monde qui nous écoute actuellement. On espère en fait que si c'est nouveau pour vous, que ça l'a allumé, puis si ça existait déjà, en fait que ça vous a invité à continuer à vous informer, à avoir envie de réfléchir et à prendre part à l'action climatique. Et on vous dit à bientôt pour un prochain épisode. Ce balado est réalisé grâce à la collaboration entre la table de concertation jeunesse en solidarité internationale de l'ACOSI, le CECI, Catalyso et SUCO. Un grand merci aussi aux studios du CISM pour leur précieux soutien au montage.